Les enquêtes Trash Talk. Oh, dis donc, une enquête. Oh, oh, oh. Oui. On est lundi quand même. On est quel jour? Ouais, c'est ça, on est lundi. On est lundi. Monday. On est lundi. C'est le meilleur jour de la semaine. Ouais, le lundi, c'est redevenu le meilleur jour de la semaine, ce qui avait eu des plaintes. Tout à fait. Il y a eu des plaintes. Il y a eu des gens qui ont dit « Oh, qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Les gens ne mangent plus depuis 1 mois et demi le lundi. C'est très compliqué. Ou comme on dit, Alex, en anglais, lundi c'est le... Best day of the week. Ah, je sens que ça fait plaisir à plein de gens. O-U-I-K-E, hein, bien sûr, week. Tout à Parce que fait. là, je vois beaucoup de choses bizarres en termes d'orthographe, mais non, non. Non, non. Best day of the week. O-U-I-K-E. Exactement. Donc on s'installe en vous faisant la bise. Vous étiez nombreux à attendre votre rendez-vous du lundi. Eh bien oui, cette saison, sur la saison 2020-21, sur la chaîne YouTube préférée de votre chaîne YouTube préférée, vous retrouverez les enquêtes Trash Talk. On va tout vous expliquer, les anciens et les anciennes. Vous pouvez lever la main, même si personne ne vous voit, vous êtes devant votre écran, si vous avez connu les enquêtes. Déjà quelques enquêtes, Les enquêtes Trash c'était Talk. l'été 2018. C'était l'été 2018, Alex. On pouvait être À plusieurs l'époque, l'été, il dans n'y un avait pas concert. de NBA. Tout à fait, il n'y avait pas de NBA. Déjà. On pouvait aller dans un concert, on pouvait se poser des questions et, Voilà. no joke, mais Eh, David, il était avec nous. ouais. C'était une autre époque. Et donc, David était avec nous, je croyais que tu allais parler de la télé, moi, de la nouvelle télé, moi. Tu vois, ah, sur la télé, moi. regarde-le. J'étais parti sur la télé, parce qu'il y a eu quand même... Il y a eu investissement. Il y a eu investissement. Bah, Comment attends, déjà les gens ont pardon. vu la promo dans l'apéro Raptors. On a une télé, les copains. Non mais 2020, notre ancienne télé a pas tenu. A pas tenu. A pas tenu l'ancienne Voilà. télé, donc du coup il y en a une nouvelle. D'ailleurs, je vais tout de suite y mettre une petite trace de doigt là pour ma team maniaque. Ah, Pour ma team maniaque, parce que Voilà. là on a une team maniaque. Voilà, là ça, ouais, ça c'est bon. ça c'est bien, ça. Ça, c'est bon. Ça c'est propre. Voilà. On vient de Bim. perdre à peu près 150 followers. Le Bon Coin, Il y a évidemment. des mecs qui sont là, non, oh non. Non, c'était propre. Le Bon Coin qui s'appelle BRAVIA, et bien évidemment. Voilà, c'est ça, exactement. Les enquêtes Trash Talk, il y a 2 ans et demi, on en avait fait, et donc vous pouvez les retrouver sur la chaîne de Trash Talk. C'est déjà présent. J'en sors juste quelques-unes. Et si James Harden était resté chez le Thunder, et si Michael Jordan n'avait pas pris sa première retraite, Tout à fait. Et si la NBA n'avait pas mis de veto sur le trade de Chris Paul aux et Lakers, si, le conflip d'Abdul-Jabbar, je me rappelle plus de la question. et si Kareem Abdul-Jabbar était drafté par les Suns. C'est ça, hein, ouais, voilà. Et si LeBron James n'avait pas pris la décision. Ouais, fait déjà quelques-unes, quelques petites enquêtes bien fournies, ma foi. Et si Derrick Rose était resté sur ses 2 jambes. Il y a eu plein d'enquêtes qui ont été faites. C'était le rendez-vous du lundi il y a à peu près 2 ans et demi. On sait que vous aviez vachement apprécié cela. Et donc, après des top 10 all-time, après des plans à 3, après un top 100 all-time qui a énormément rythmé ces dernières années, et bien cette saison, vous aurez le droit aux enquêtes Trash Talk. Le concept, il est très simple. Vous l'avez certainement deviné là avec les explications qu'on a fait. Il y a, Alex, dans l'histoire de l'NBA, des questions énormes, des énigmes extraordinaires sur lesquelles on doit se pencher. Oui, il y en a beaucoup. Plein. Certaines plus ou moins, qui ont plus ou moins influencé l'histoire. Enfin, la plupart ont pas mal influencé l'histoire, parce qu'on est quand même sur des enquêtes un peu sérieuses. Bien sûr. Mais il y en a quand même certaines, comme celle par exemple d'aujourd'hui. Oui. Notre ami David, on va en parler, hein. Mais l'ami David... Oula, un petit impact. le Impact. petit héritage. Hein, Tout petit petit, héritage, voilà. voilà. Donc c'est aussi ça l'idée de ces enquêtes, c'est de remettre les choses dans le contexte, C'est ça. d'étudier ce qu'a fait un gars ou une équipe ou comme tu as dit, un transfert qui s'est pas Une fait. pièce et tout. de monnaie. Une pièce de monnaie, voilà, une pièce de monnaie qui tombe pas du bon côté. Et donc du coup, de voir un peu donc le contexte de l'époque, de tout bien recadrer et d'essayer de se projeter dans qu'est-ce que ça aurait donné si. Hein, parce que là, c'est des si, là. Là, Tout à c'est fait. le monde des si. Exactement. Et donc, le format, on ne l'a pas trop modifié. On a dit qu'on allait commencer dans la première partie à remettre le contexte. C'est-à-dire qu'on a une grande question, et si David Stern n'avait jamais géré la NBA, on remet tout le contexte. Le parcours de cet homme qui nous a quittés il y a 1 an. En 1er janvier, tout à fait, 2020. 2020 tout à Ça a fait. annoncé la couleur, excusez-moi. Pouah, c'est clair. Et ensuite, après avoir expliqué tout le contexte, on se renvoie la balle un petit peu, nous allons faire la fameuse boîte à science-fiction qui est de retour, la voici. Vas-y, Voilà, refais. c'est tout. Bah, tu vois,
Donc on investit. Hein. Donc là, on a une boîte, elle est reliée électriquement et tout, ça rigole Ça, pas c'est du bon. tout. On a payé les Ça, factures. c'est- Voilà. Promo des Lumière, son et tout. Son et lumière. impeccable. Et enfin, on termine donc dans cette section SF, juste on se pose des grandes questions. C'est-à-dire qu'au-delà du contexte qu'on a déjà posé, on regarde un petit peu, maintenant qu'on a connu le futur, eh bien on peut justement faire des allers-retours entre futur et passé et poser des questions, Ouais. genre, je sais pas, si les Kings auraient peut-être apporté Voilà, une bah, bague. ouais. Voilà, par exemple. Peut-être que Chris Paul jouerait avec Kobe. Si Chris Paul avait joué aux Lakers avec Kobe, tout ça, machin. Exactement. Enfin, bref. On termine enfin avec l'échelle du what if. Ça, c'est la classique, l'échelle de l'enquête Trash Talk, où là, on essaie de mettre une note entre 1 et 5. Vous pouvez le faire aussi. Et donc, nous dire, selon vous, selon votre ressenti. Est-ce que est-ce que ça a beaucoup changé de choses ou pas? C'est ça. Beaucoup changé, c'est plus vers 5 et pas grand chose, c'est plus vers 1. C'est ça. Si ça bouge pas trop, on met 0. Bien évidemment, c'est très important. 2 derniers points. La première, c'est qu'on est super content de vous retrouver tous les lundis parce qu'il y aura des enquêtes chaque lundi à midi. Et ça va être très chouette, parce qu'on avait bien kiffé ce concept. Et le deuxième, bien évidemment, vous le savez, vous n'êtes pas que spectateur, vous êtes aussi acteur. Donc, si vous avez des questions qui vous turlupinent, si vous avez des idées d'enquête, on est les premiers à les récupérer. Si vous avez besoin d'une équipe d'enquêteurs, quoi. Exactement. Voilà. Vos chers détectives seront là pour enquêter bien comme il faut. Non, très sérieusement, on sait que vous aviez été déjà nombreux à l'époque à nous dire genre, bah tiens, Grant Hill, Sam Bowie, tout ça. On a noté beaucoup de choses et on va les aborder. N'hésitez pas à balancer vos idées. Ok, bon. On est chaud? Qu'est-ce qu'on mange? Parce que, pardon, mais c'est bien tout ça, là, ça blablate sur les enquêtes, mais qu'est-ce qu'on mange? Tu me fais chier avec ton intro, Qu'est-ce qu'on Norbert. mange? Mais parlons de choses Qu'est-ce qu'on sérieuses. bouffe? Parce que là, il y a les gens, ils attendent, là. Eh ouais. Qu'est-ce qu'on mange? On est en janvier, là. Qu'est-ce qu'on Déjà, je suis très étonné parce que c'est toi qui poses la question et d'habitude, c'est Ouais. moi. Ah, tu vois, c'est moi qui la pose. Qu'est-ce qu'on mange? Une tartiflette, Tu démarres l'année léger et tranquille, quoi. bien sûr. Tranquille. Moi j'ai dit on a que 2020 m'a appris qu'on avait que peu de temps à vivre, donc je veux manger gras, je veux manger bien, je veux des tartiflettes, Ok. une vraie bonne tartiflette avec tout, hein, oignons, D'accord. tout la totale, et du bon Riesling avec, un bon pidar, un bon blanc, Riesling, Chardonnay, je sais pas, Chardonnay, Avec ta tartiflette? Riesling, Bah non, plutôt un vin de Savoie, quand même. Un petit Apremont. tu peux, Un petit truc comme Tout à ça. fait. Ça peut être bien. pas mal, Voilà. ou un Volnay aussi, bien sûr en blanc. Qu'est-ce que tu veux toi manger? Moi, ça sera des huîtres. Des huîtres, je bois un J'y peu arrive grosse, pas. quoi. Du numéro 2, quoi. Du numéro 3. J'y arrive pas. Ou du spécial. Enfin, des bonnes huîtres, quoi. Avec un petit coup de vin blanc aussi. Forcément, bah, forcément. Et puis. Citron? Non, plutôt vinaigre échalote. Ah. Moi, je suis la maison vinaigre Toi t'es la échalote. maison vinaigre Ah, échalote? oui. D'accord. Je suis la maison qui ouvre ses huîtres et qui derrière découpe ses petites échalotes et tout ça, mais un petit peu de vinaigre. C'est trop bon. Vous séquencez ça, hein. Voilà. Toi, les huîtres, toi, tu... Moi, des huîtres, oui. Allez, on c'est bordelais, il bouffe des huîtres. Sinon, c'est J'ai pas encore... c'est dans les problèmes familiaux. J'ai pas sinon. Ah oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. J'ai pas encore rejoint la team huître, je dois avouer, mais ça va peut-être Ah, venir. C'est ça peut-être va. l'âge, tu sais. Parfois. Peut-être, ouais. Je vois pas de quoi tu Ça. parles, mais bon. Ça, c'est cadeau. Moi, j'ai toujours bouffé des huîtres. À 4 ans et demi. Quand j'étais un gamin, j'ai fait des huîtres. Alex, tu termines tes devoirs et tu me finis cette plâtrée de 12, s'il te plaît. T'as fait tes tables de 9? Bah tiens. Évidemment, vous n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez envie de bouffer, car c'est le plus important le lundi. On va commencer tout de suite avec la première enquête trash talk de cette saison 2020-21. Et donc, si David Stern n'avait jamais géré la NBA. Tout de suite, Alex, on sort les notes. David Stern n'avait jamais géré la NBA. Ouais, j'ai quelques notes là. Tu as Hop pris là. ton carnet, parfait. Ouais, petit carnet là. Hop, on reprend les bonnes vieilles habitudes du lundi. Le lundi, c'est carnet. Exactement. T'avais besoin de quelque chose? Non, c'est c'est bon, bon. Ah, est-ce que tu peux me filer, excuse-moi, lui là-bas, le gros en orange, s'il te plaît? Ah ouais, le gros orange, parce que ouais, il est possible. Ah, faut que je bouge. Ça va, Ah, je suis loin. ça va. J'aime bien l'avoir au cas où. Ça parle de Merci. David là-dedans, non? Ouais, ça parle de David là-dedans. Ouais. Je me permets. Comme ça, je les ai. Alex, on va commencer avec David Stern. Vers quelle époque, vers quelle date on a envie de commencer? Écoute, David Stern, moi j'ai envie de commencer en 66. Très bien. En 1966. Oui. En 1966, pendant que tu cherches, David Stern est un jeune avocat. Oui. Donc en 66, si je dis pas de bêtises, il doit avoir 24 ans. C'est un jeune avocat qui a un client qui bosse dans un cabinet d'avocat et qui a un client qui s'appelle la NBA et qui va conseiller et défendre
la Ligue dans le cadre du... Enfin, c'est pas en 66, hein, c'est à partir de 70, mais à partir de 66, il travaille comme conseil juridique pour la NBA, et à partir de 70, vous pourrez le lire dans le livre, au moment où ça parle, par exemple, de la merger, de la fusion entre la ABA et la NBA, il y a cette histoire de procès qu'on appelle le procès Oscar Robertson, hein, qui à l'époque est président du syndicat des joueurs, et qui attaque la Ligue pour empêcher cette fusion. Et ben l'avocat côté NBA, c'est David Stern. Qui est à la barre, tout à fait. Voilà, donc déjà, tu vois, et il n'était pas si vieux que ça, puisqu'en 66, 24, donc 28 ans. C'est ça. En 70, donc il gérait déjà des petits dossiers un peu sérieux, quoi. Ouais, c'est ça. À la base, pour ceux qui ne le savaient pas, il bosse dans l'immobilier. Hein. Il a fait notamment du pro bono en tant qu'avocat, pour essayer notamment, parce qu'il y avait des histoires de discrimination au niveau du logement dans le New Jersey, si je dis pas de bêtises. Et donc, en effet, il s'occupe de cette première affaire. On est autour de la merger entre la ABA et la NBA. Sans rentrer forcément dans tous les détails, vous pouvez les retrouver sur le site de Trash Talk ou dans ce bouquin, sans rentrer forcément dans les détails, il y a des premières grandes avancées qui sont poussées par un avant-gardiste, quand même, du sport, en termes de gestion de la ligue, avec notamment Free Agency. Disons que les revendications, voilà, deux grosses revendications des joueurs au moment de la fusion. Oui. Ils mettent la pression pour empêcher la fusion, et dans leurs revendications, il y a que les agents libres puissent de manière plus libre. En fait, que les agents libres soient vraiment libres, en fait, parce que avant ce procès-là, c'est pas le cas. T'étais menotté à ton équipe par laquelle t'avais été drafté. Voilà. Et effectivement, donc il y a les histoires d'agents libres et il y a les histoires de droits en général des joueurs, qui sont pas ouf, et donc ils ont profité entre guillemets de cette occasion qui était de mettre la pression sur la NBA, où ils ont fait ok, mais en fait on peut te bloquer ta fusion, mais pour qu'on accepte la fusion il va falloir des contreparties, et les contreparties c'est David Stern qui les a négociées avec le syndicat des joueurs, donc pour le compte de la NBA. Tout à fait. Donc c'est un beau petit début de carrière. Du coup, à moins que tu voulais continuer là-dessus. Non, c'est juste qu'en effet on est dans ce côté vraiment des négociations et d'être en lien avec les joueurs. On voit tout de suite les prémices d'un David Stern qui va essayer de changer la façon dont la NBA fonctionne et bien s'entendre avec les joueurs, parce qu'il comprend le potentiel des joueurs en termes d'image. Tout à fait. Et donc notamment tout sport américain confondu, si je ne dis pas de bêtises, le premier à installer un salary cap et éviter que ce soit la dépense à la flambée, c'est David Stern. De permettre justement à des franchises de dire ok, vous avez votre plafond, vous devez dépenser jusqu'à temps. On n'est pas encore sur toutes les clauses qu'on connaît aujourd'hui, mais on a déjà une très belle base. C'est des premières bases. En fait, ça, on est dans les années 70. Au fur et à mesure des années 70, il va vraiment se faire sa place au sein des instances de la NBA de plus en plus haut. C'est ça. C'est-à-dire qu'au début, il est avocat en extérieur, pour un cabinet, puis petit à petit, il lâche, il a un poste, il est à plein temps pour la NBA. En 1980, il devient vice-président exécutif. C'est du gros poste. Là, t'es plus seulement conseil juridique. Ouais, il y a de la direction marketing et tout, genre. Exactement. Bon, de toute façon, on a affaire à un visionnaire en termes de marketing, de communication, de développement. Enfin, on va en parler pendant toute cette enquête, mais on a affaire à un visionnaire. En 80, il devient vice-président, et en 84, il devient commish. Pour reprendre notamment, tout à fait, commissionnaire, donc le boss de la NBA, pour reprendre la place d'un garçon, parce que peut-être les plus jeunes ne le savent pas forcément, connu quand même. Un petit peu connu, qui s'appelle Larry O'Brien, puisque le trophée de champion qui est décerné tous les ans, le Larry O'Brien Trophy, Larry O'Brien essaie de voir qui va prendre la suite, et ce David Stern qui monte, d'année en année, qui monte les marches, comme tu le disais, vice-président exécutif, est en train de cocher absolument toutes les cases, puisque on a été, il faut pas oublier aussi de remettre le contexte, on a été jusque-là dans une NBA qui était très scolaire, académique, où ça ne voulait pas toucher à l'image de la ligue, où il fallait que ça reste le jeu collectif, les Boston Celtics, multiples champions. On va faire le basket sans grandes attractions. On est sur Red Auerbach, la figure de Boston, où il ne doit pas y avoir d'animation à la mi-temps. On gagne, la défense, le hustle. Bref, il n'y a pas de côté sexy avec la NBA. Non, mais David Stern, il va débarquer. Il a vu un peu de ABA avant, tu vois. Et puis il va débarquer, il va mettre carrément un grand coup de pied dans la fourmilière. C'est ça. Quand tu débarques en 84 en tant que commissionneur, là, en plus des boulots qu'il a déjà fait jusque-là, il y a ce changement d'image de la NBA qui, dans les années 70, est un réservoir de coke.
réservoir de coke, il y a des criminels à droite à gauche, il y a des procès, il y a des sales histoires et tout. Il y a une image, faut pas avoir peur des mots, il y a une image nauséabonde. Et du coup, la NBA ne fait pas recette. La NBA a du mal à se développer, la NBA a du mal à attirer les meilleurs athlètes. Bien Tu sûr. vois, donc il y a plein de Parce choses que la comme ça. NBA est une vraie compétitive, compétitrice. Ouais. En face, ils disent bon, on va mettre des très gros salaires, Ouais. que ce soit pour les arbitres, pour les joueurs. David Stern se dit comment est-ce qu'on va faire pour tenir face à ça, parce qu'en plus, les diffuseurs télé se disent nous, entre guillemets, il faut se rappeler le contexte à l'époque aux États-Unis. Hein. Nous, on a des gens blancs qui ont envie de regarder la NBA et qui trouvent qu'il commence à y avoir un peu trop de joueurs noirs, notamment. Et donc, David Stern se retrouve dans ce mélange, comme tu le dis, d'une image qui est pas bonne de la NBA à l'époque, dans une société américaine à l'époque aussi, qui est particulièrement tendue. Et donc, lui va commencer aussi à faire du nettoyage au niveau de la drogue. Faire du nettoyage à trop de niveaux. Oh, putain. Je pense que le mot nettoyage est un mot qu'on va pouvoir utiliser à plusieurs reprises dans cette vidéo pour parler de la carrière de commissionneur de David Stern. Mais tu as C'est raison, sûr. il commence par nettoyer au niveau mauvaises habitudes, comportement et tout. Et donc, oui, la drogue, mais pas que. Mais la drogue, ça en fait partie clairement. Ah, Il devient commissionneur en février 1984. Donc, il a tout un contexte aussi pour lui. Bien il sûr. a une rivalité Magic Johnson-Larry Bird qui vient de ça va, en démarrer. 84, je crois qu'elle est un petit peu solide. Ça Bien commence sûr. un peu à, tu vois, Lakers, Celtics et tout. Il a, en 84, donc il devient commissionneur en février. J'insiste bien sur février, puisque 4 mois plus tard, il y a quand même Hakeem Olajuwon qui est numéro 1 de draft. Il y a Michael Jordan, il y a Charles Barkley dans la même draft et tout. Enfin, genre le mec, il arrive et direct, il a une draft all-time aussi. Hein. Bien sûr. Donc ça, il va tout de suite savoir l'exploiter. Hein. Ah, mais bien sûr. Fallait-il avoir cette draft all-time au moment où t'arrives. Il fallait un bon petit coup de chance, tout à fait. C'est quelques mois aussi après cette draft qu'il se dit attends, mais toute cette émulation autour des jeunes là qui débarquent, mais comment est-ce qu'on pourrait rendre le truc absolument immanquable avec des gens qui s'arrachent la gueule pour savoir dans quel ordre on va sélectionner et si on faisait une loterie. Ah ouais, alors ça, exactement. Donc, Alors la loterie de la l'idée draft, de la loterie, parce que c'est vrai qu'en 84, c'est pas encore la loterie. Première loterie, c'est 85, si je dis pas c'est de ça, bêtises. tout à fait. Avec notamment la fameuse affaire de l'enveloppe froide, Patrick Ewing, tout ça, de Mais savoir qui David va Stern, je prendre crois, quoi. il aime bien quelle équipe déjà, je me rappelle plus. Ça dépend. Ouais. À partir du moment où il y a 20 millions d'habitants, ça va. Mais si t'es à 500 000, c'est compliqué. La loterie de la draft débarque avec David Stern. On est à la base pas du tout sur des balles de ping-pong, on est sur un grand tambour avec des enveloppes. Avec des enveloppes dont certaines pourraient éventuellement être un poil écornées, voire un petit peu plus froides que les copines. Ça, bon, c'est des rumeurs, il paraît. Voilà. Rien En du attendant, tout. Patrick Ewing se retrouve au Knicks. C'est ça? Et Quel David jeu- Stern n'y est pour rien. Non! Non. Quel joli concours de circonstances! Disons qu'après, ça lui a permis tout ça, Magic Johnson, Larry Bird, la rivalité, l'arrivée de Michael Jordan, l'arrivée de Patrick Ewing à New York, et même Charles Barkley. Hein. Charles Barkley, ça va vite devenir une star aussi et tout, des années 80. Ça va permettre de mettre à David Stern de mettre en place l'un des piliers de ses 30 ans de commissionneur, il est resté 30 ans le mec, c'est le marketing de la NBA, le business de la NBA aura comme base les joueurs. C'est ça. Les joueurs vont devenir des stars. C'est ça. Sachant Des énormes stars. Tout à fait, sachant que tu as loupé le coche du Irving dans les années 70, parce que même Voilà. s'il a été une star énorme, il est sur le compte de la ABA, tu te dis merde, j'y suis pas. À la fin des années 70, les finales NBA sont retransmises en différé à la télé. Oui. Faut se rappeler de l'époque quand même. Donc t'es là genre, comme le dirait George Gervin, en fait il pouvait jouer un match, rentrer chez lui, prendre sa douche Et et le se regarder. revoir en replay. C'était absolument extraordinaire. Et sauf que David Stern va dire, s'il vous plaît, CBS Sports, la chaîne, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez prendre le pari, ce risque avec moi, et vous inquiétez pas, on va tout miser, comme tu l'as dit, sur les joueurs. Il faudra qu'il y ait Lakers Celtics, quoi qu'il arrive, Voilà, c'est ça. Ou les Knicks. ou les Knicks. Bon, le problème, c'est que les Knicks... C'était un peu plus compliqué, parce qu'il fallait gagner des matchs. Et en effet, on va avoir des stars, donc on va en mettre une tonne sur le jeune Michael Jordan, sur ces phénomènes comme Charles Barkley, sur d'autres joueurs qui débarquent, tout on en va continuant profiter à fond de Magic Johnson et Larry Bird pendant qu'ils sont encore là. C'est ça, et puis tu continues à mettre des mecs dans le dos, tous les Chris Washburn et compagnie, les mecs qui sont en train encore de se droguer. Ouais. Cette fois, tu n'as plus ta place dans cette Les ligue, bad il faut que tu boys, sois bon, propre. merde, ils gagnent ces cons-là, donc bon, on est obligé un peu de les subir. Hein, pas le choix.
Je pense pas que c'était les préférés de David Stern, Non, c'est sûr. sans lui faire offense. Mais donc tu rends cette image de la NBA déjà au niveau local hyper intéressante, parce que du coup, pour une Amérique qui a été habituée à vivre avec le Super Bowl comme événement majeur, le basket, on était là genre bon, oui, peut-être les finales NBA c'est un Game 7. Là, tout d'un coup, tu commences à avoir des audiences NBA où tu te dis wow, mais en fait les gens ont grave envie de mater de la NBA, mais comment c'est lorsque tu sors des 51 États? Je veux dire, l'explosion des droits télé de la NBA sous le mandat de David Stern, pardon, quoi. C'est un truc de fou, un truc de malade. C'est pas genre, il a pas genre augmenté le chiffre d'affaires de 30% l'autre. L'autre, il a pris une petite PME, TPE, vite fait installée à New York, il en a fait une putain de multinationale internationale. Au calme. C'est un délire. C'est un délire. Je me lis juste un petit passage. Vas-y. À l'époque, pour seulement $2000 par an, David Stern autorise la télévision argentine à diffuser des highlights de l'NBA dans les années 80. Voilà. Merci. Juste, allez-y. 2000, on pourrait s'en payer. On pourrait s'en payer. Juste, tu dis tiens, genre... Léonce, fais voir tes économies. On peut se payer la NBA. Tu mets 500, j'arrive. Vous mettez, allez-y, on va se prendre les droits. C'est un truc de ouf. À l'époque, il y a ce côté culotté de dire attends, je veux juste que ce produit-là, cette américanisation qu'il y a, elle soit aussi en Argentine, où il y ait juste des highlights en boucle de Jordan, de Magic, de Bird, et qui ce côté extraordinaire avec les États-Unis et la NBA en porte-drapeau. Chantier du mec, c'est starisation des joueurs. Explosion, travail sur les droits télé, internationalisation, parce que là, ce que tu es en train de dire, ça joue aussi sur l'internationalisation. C'est pour ça que je disais, là, pour moi, tu es en train de voir au niveau local. Le chantier, c'est un délire. C'est ça, tu te dis au niveau local, déjà aux États-Unis, putain, c'est en train de bien prendre, mais ça donne quoi, en fait, si j'envoie des VHS tous les mois à la Chine? Juste pour tester. Il se passe quoi, juste pour voir si on envoie les pros au JO? Comment ça... C'est pas que lui, ça on peut pas lui mettre que à lui. Non, il y a eu du travail en amont, il y a des mecs à la FIBA en Europe qui ont poussé aussi pour que dans les années 80 ça poussait très très fort pour que les Américains envoient des pros et non des universitaires au JO pour élever le niveau de la compétition. Je pense que la défaite de 88 aussi, je pense que t'as dû mettre du seum bien fort, tu vois, en 88 on a perdu contre qui? Les Russes, ouais. Bon, Michael, Charles. Et le mur, il tient bien à Berlin ou pas? Ça va, il est raide? Oh la vache. On est en pleine guerre froide. Forcément, ça n'a pas plu. Chaud, et du coup, oui, non, clairement, je pense qu'il y a plein de points clés. C'est un peu comme la poule et l'œuf, quoi. C'est-à-dire que, est-ce que c'est grâce à David Stern ou est-ce que aussi il a quand même bénéficié d'un contexte incroyable? J'ai parlé de la draft 84. Bon, bah, ça il y est pour rien, entre guillemets. Mais derrière le mec, c'est lui qui met en place la loterie. Donc, du coup, ça crée des anecdotes dans tous les sens. On sait qu'il y est pas pour rien. Même si c'est pas que lui, mais il y est pas pour rien. Parce qu'en 92, on est une équipe complètement folle dont on parle encore aujourd'hui avec des étoiles dans les yeux, tu vois, genre. Et je pense que cette équipe-là, si t'as pas les JO de 92 à Barcelone, tu n'as pas Dirk pas la Dream Team, t'as pas Dirk, t'as certainement pas Tony Parker, j'en sais rien. Enfin, tu vois, genre, je pense que ça a fait rêver plus d'un gamin. Bien ça, sûr, toute une génération de gamins qui vont voir ça et se dire genre, wow, what the fuck. Mais pour répondre à ta question, je pense que David Stern a essayé de provoquer sa chance, souvent en étant culotté. Ah ouais, culotté. Parce qu'on parlait de nettoyage, mais alors le culot, ça aussi on peut y aller dans les termes souvent qui sont associés à lui, c'est qu'on y va et en fait on va essayer, tu sais quoi? C'est qu'on va y aller. On va le faire. Là en fait pour choisir les En fait, vous allez tout à fait. Vous allez choisir les titulaires de All-Star Game. Ouais. Les fans. Vous allez en fait, c'est pas grave. C'est juste un match d'exhibition, mais on va avoir les meilleurs joueurs au monde et c'est vous qui allez les choisir. Et on va avoir justement l'international. On va essayer. Et là, on est dans les années 90. On va avoir justement cette envie de vouloir encore plus vendre le produit NBA à l'international. Donc, la Dream Team 92 avec les meilleurs joueurs de tous les temps rassemblés dans la même équipe à Barcelone pour faire rêver la planète basket et même la planète tout court. Ouais, la planète tout court. Et donc, après, tu as, wow, mais c'est dingue, je pensais pas qu'en fait, quand on était de passage à Paris, ou à Berlin, ou à Hong Kong, ou ne sais-je, eh bien, il y avait autant d'engouement autour de la NBA. L'engouement, il y a des fans, il y a moyen de faire des matchs exhibition. Exactement. Avant qu'il y ait des matchs officiels qui viennent, des matchs exhibition, il y en a eu dans les années 90, mine de rien. McDonald's, All American, McDonald's, All... All Americans? Non, Non, McDonald's, All... Merde, je sais même plus, t'as raison. Je sais plus. Ça va revenir. Non, mais il n'y a pas Oups.
Si, une connerie comme ça. Ça va bien. Mais bon, bref, on a cette internationalisation. Ouais, on a dans les années 90, on a des franchises NBA au Canada. Open McDonald's. Ah, c'est pas con. Open McDonald's. Des franchises NBA au Canada. Putain, mais c'est pas con ça, dis donc. Ouais. Des franchises NBA au Canada. Tu vois, c'est pas loin, le Canada. On sort de Alors, la bouge frontière. pas. Toronto, Vancouver. Enfin, tu vois, dans la fin des années 80, je crois que c'est 89. Il y a quand même une expansion qui ramène 4 équipes. Hein, le Heat à Miami, le Magic Bulls. à Orlando, les Wolves et les Hornets. Je crois que c'est les Ouais, Hornets. un truc comme ça. Ouais. Enfin, tu vois, voilà, donc non, et ça, il a beaucoup travaillé aussi. Pourquoi ? Parce qu'il savait aussi que pour étendre son marché, pour étendre sa ligue, peut-être qu'une ligue à 22, 23 équipes, là, comme il a récupéré, c'était un peu court, quoi. Donc, il a travaillé en ce sens. Donc, il y a quand même eu 7 nouvelles équipes NBA dans le mandat, le règne de David Stern, puisque là, j'en ai cité 4. Heat, Magic, Wolves et Hornets dans l'expansion de la fin des années 80. Ensuite, il y aura dans les années 4, je crois que c'est en 95, il y a les Raptors et les Grizzlies à Vancouver. Et après, plus tard, il y aura les Bobcats. Les Bobcats, les fameux Bobcats. Ça fait 7 nouvelles équipes par rapport à une ligue passée de 23 à 30. Hein. C'est pas rien. C'est énorme, avec les modifications de calendrier qu'on connaît. Alors évidemment, je pense qu'il y en a certains ou certaines qui doivent se dire oh, quand est-ce qu'on va parler aussi des casseroles qui traînent ? Il y en a aussi des casseroles qui traînent dans le dossier de David Stern. C'est normal, on va venir. Tu fais une carrière comme ça. C'est pour ça qu'on fait tout le contexte là. Forcément, il y a des casseroles. Hein, dans évidemment. On est dans les années 90, on a tout ce mouvement qu'il y a. En plus, tu es aidé par Michael Jordan et les Bulls, donc tu as une dynastie où tu y mets aussi du tien pour bien vendre du Bulls à toutes les sauces, des VHS, des blousons. Du Shaq, du Kobe. Tu viens sur Shaq et Kobe au début de la décennie 2000, donc tu te dis bon, justement, certaines phrases commencent à venir, et on va en reparler après, de le rêve de David Stern, c'est d'avoir une finale Lakers contre Lakers, où on essaie de comprendre le côté marketing et capitaliste qu'il a. T'as les Spurs et les Pistons qui vont venir un peu gâcher la fête là dans les années 2000. Excusez-moi, tout à fait. Et pardon, là, David Stern, bien sûr. Mais ça va pas battre les Spurs. Fais chier. Mais tu vois, quand tu parlais tout à l'heure, par exemple, de ce côté... un peu chiant. C'est pas le meilleur produit à vendre, c'est sûr. Mais tu parlais tout à l'heure de ce côté parfois avoir un peu de la chance. Moi, je pense qu'un des trucs que l'on prend de plein fouet aujourd'hui, et je pense que ça c'est un héritage de David Stern qu'on va avoir, je sais pas, peut-être parmi tous les autres, peut-être pendant 50, 60 ans, c'est ok, les années 90 sympa, mais je trouve que ça score pas beaucoup. On va peut-être modifier les règles pour permettre aux attaquants d'être un peu plus libres. Alors comment ça, ils peuvent toucher les joueurs qui ont la balle ? Non, c'est fini ça les gars. Tiens, vas-y Steve Nash. Vas-y, balade-toi mon Steve Nash. Il y a un peu de ça. Si vous prenez un rebond offensif, on va... Ouais, c'est par la suite, mais... On va accélérer le rythme de jeu, on va accélérer le scoring, on va faire en sorte que le produit NBA soit de plus en plus kiffant, parce que notamment, tu as des événements, Malice at the Palace, dont on va pouvoir reparler par la suite évidemment, où tu te retrouves dans une zone où David Stern, autant sur cette évolution de la NBA, on est tous en train d'applaudir, autant au début des années 2000, il y a aussi un shift qui se produit un peu autoritaire. Le dress code, par exemple. On a le lockout de 98, on a Malice at the Palace avec la baston entre Pacers et Pistons, et on a le dress code, où donc les joueurs ne peuvent plus s'habiller comme ils le veulent, avec Allen Iverson qui dit en gros, David Stern, c'est une tyrannie, quoi, c'est un tyran. Ouais. Oh, c'était clairement un tyran. Clairement, il aimait pas rigoler sur plein de points comme ça. Il laissait pas trop le choix. C'est-à-dire qu'il a toujours été très porté vers les discussions avec les joueurs, mais dès que ça pouvait nuire à l'image ou nuire au business, ou les deux, l'autre, il fait non. Voilà. Non, merci, tu ranges ton baggy. Et puis on va laisser les mecs, on va vous empêcher de défendre. Attention, hein. C'est pas ça que je veux dire. On va rendre la défense plus compliquée. Et encore que il y a eu les histoires de défense illégale quand même qui ont été assouplies, qui finalement aident les défenseurs aussi. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'on l'oublie souvent, mais dans les années 90, je l'ai déjà dit dans des vidéos, mais la défense illégale était vraiment un critère très important et très compliqué à gérer pour les défenseurs qui se retrouvaient beaucoup plus en one-on-one qu'aujourd'hui où tu peux plus facilement doubler, où tu prends le risque qu'il y ait un shooter ouvert. Ouais. Donc c'est des choix différents, tu vois. Mais donc du coup, voilà, il y a eu des modifications de règles, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui ont toujours eu pour objectif d'améliorer la productivité en termes de points, en termes de stats aussi, de nombre de passes d'aise, de nombre de rebonds, de tout, d'accélérer le jeu et tout. Et il faut que le produit soit de mieux en mieux dans les autres règles, parce qu'il y a tellement de choses qu'on pourrait en parler pendant 3 heures, mais il y a tellement de choses qu'il y a aussi, comme tu parlais de modification de règles, autant on peut avoir
une émergence de certains lycéens avec Kobe Bryant, avec Kevin Garnett, avec LeBron James, avec Tracy McGrady, où on voit certaines histoires à succès, autant il y a aussi Sébastien Telfair, Robert Swift, Kwame Brown. Ouais, et à ce moment-là, on va dire wow, calma, Tyson Chandler et compagnie. Genre, on va juste permettre aux joueurs de rentrer en NBA, mais après une année. Le one and done. One and done. 19 ans, one and done. C'est une règle 100% David Stern où en fait. 2006. C'est ça, 2006, où en fait on va interdire, et la NBA va certainement revenir là-dessus dans les années à venir, parce qu'ils ont envie d'avoir des lycéens qui débarquent en NBA, parce que les choses aussi ont évolué, mais où lui, le premier va dire non, stop, sur ce côté tyrannique dont tu parlais là, c'est. Moi, pense que ce serait bien. Et puis aussi, ça va la NCA, vous êtes bien là? Ah, c'est clair. On s'entend bien entre copains. Ouais, je suis d'accord. Caviar, Simone, s'il te plaît. Les joueurs vont devoir passer par la case NCA pour faire au moins une année universitaire. Et après, vous pouvez débarquer en NBA, mais au moins que vous ayez, entre guillemets, 1 an d'expérience sous un coach universitaire. Ouais. Entre guillemets. Entre guillemets. Parce que franchement, voilà. Mais oui, il a imposé ce genre de choses. Il a énormément participé évidemment au développement, donc à travers les joueurs, à tout ce qui est produits dérivés. Bien sûr. Je veux dire, après, c'est dans l'air du temps. Il n'a pas inventé les produits dérivés, David Stern, mais par contre, bonjour. La communication autour des jerseys, des shoes, casquettes, même aujourd'hui, les arrivées des joueurs, tu te dis avant les matchs, tu te dis wow, c'est un peu un héritage. Si aujourd'hui on nous fait des maillots City Edition, des maillots des maillots, comment on appelle ça, alternate, machin et tout. Franchement, tonton David, bien sûr, il est là, il sourit, je te le dis. Il serait impossible de fermer cette grande contextualisation sans parler de WNBA quand même. C'est énorme aussi ce que David Stern a pu réaliser, et on en reparlera dans une autre section. La création, c'est sous son mandat. La création, c'est sous son mandat. C'est aussi une initiative conjointe à NBA avec aussi des directives féminines au niveau du développement du basket féminin. On a NBA Cares, on a Basketball Without Borders. Enfin bref, quand on voit par exemple des joueurs comme Joel Embiid ou autres qui viennent justement de ces camps qui ont été créés dans d'autres continents, on pourra en parler pendant des heures. Si tu as des dernières notes, vas-y, mais je pense qu'après on pourra se faire un peu de science-fiction. Non, je pense qu'on est vraiment en train de parler de... Évidemment, à l'échelle de la NBA, c'est l'un des personnages les plus importants de l'histoire de la NBA, c'est évident. Sans avoir mis un seul panier. Et même à l'échelle du taf qui a été fait pour le basket, en fait. Mm-hmm. Putain, David Stern, il y a d'autres gars, mais David Stern, il est là. C'est ça. Il est sur le mont Rushmore des gars qui ont le plus participé à développer le basket, quoi. Donc c'est quand même pas rien. Exactement. C'est sérieux. Et donc du coup, va falloir. Je peux peut-être appuyer un coup, non? On va se pencher tout de suite sur la boîte à science-fiction. La boîte à science-fiction, la boîte à SF, elle est ici, elle est magnifique, on l'a activée, et donc maintenant, on le sait, on peut le faire, des allers-retours entre le futur, le passé, le présent, lointain et tout ça. Vous pouvez participer aussi dans cette section. On se pose des grandes questions maintenant qu'on a vu tout ce qui s'est passé avec David Stern. On va s'envoyer la balle. J'ai réfléchi à des questions. Et si David Stern n'avait jamais géré la NBA, les Bulls ne seraient-ils pas qu'une petite équipe, par exemple? Ou les Bulls ne seraient-ils pas qu'une petite équipe, mais quand même plus connue que Michael Jordan? Dans quel sens cette question? Dans le sens où il a tellement travaillé à mettre les joueurs en avant et à starifier les joueurs et à faire le marketing autour des joueurs, que si tu n'avais pas eu David Stern à la tête de la NBA, peut-être déjà que la NBA serait moins connue à travers le monde, et que donc indirectement on ne connaîtrait pas vraiment les joueurs, on connaîtrait les clubs. Les équipes, on dirait bah oui, il y a une équipe à Chicago, elle joue en rouge, mais genre jamais de la vie on saurait qu'il y a eu Michael Jordan, tu vois. Ou on dirait genre ah non, Cleveland ils ont une équipe, ah sympa, ils ont une équipe de basket Cleveland, enfin tu vois ce que je veux dire, genre du coup ça voilà, ça irait. Je pense que le côté starisation des joueurs, il en a un peu fait des divas parfois, et il en a fait vraiment des stars, et pour certaines des stars planétaires. Ah, des icônes planétaires, tout à fait. C'est des gens qui sont reconnus partout dans le monde. Il y a des gens qui ne connaissent rien au basket, mais qui connaissent Michael Jordan. C'est fort ça, parce que moi ça me mène aussi à Michael Jordan, et puis genre ils sont pas sûrs du nom de l'équipe de Chicago. Ouais, c'est ça. Tu vois, ils connaissent Michael Jordan, mais il y en a un Chicago, c'est Chicago Lakers. Enfin, non, j'exagère un peu peut-être, mais je pense que c'est Chicago possible. Ouais, tout à fait. Mais ça me fait penser justement cette question à, sans vouloir faire de comparatif forcé, mais je pense que dans le cadre des sports américains qui se développent
hors du pays de l'oncle Sam. Certains ont plus ou moins de mal à décoller. Et moi, forcément, ça me fait penser à plein de questions sur l'internationalisation. Est-ce qu'on aurait pu connaître sans David Stern les Tony Parker, les Giannis, les Doncic, les Nowitzki, etc., toutes ces stars internationales, les Yao Ming, qui sont venus et qui ont énormément contribué, parce que quand tu as ce travail qui est fait sur la Dream Team et sur le fait de diffuser de plus en plus de matchs, et je pense qu'il y a plein de gens, des anciens, et même quelque part, je te tends la perche, moi j'ai pas connu la façon dont la NBA était diffusée au début des années 90, mais moi j'ai connu par exemple l'impact d'un Tony Parker et de son arrivée dans la NBA sur ce côté mercantile et sa diffusion. Ouais. L'impact de David Stern est énorme, parce que si ça se trouve, tu n'aurais pas un gamin dans les rues d'Athènes qui pense qu'il peut devenir un joueur de NBA. C'est sûr qu'il n'y aurait pas. Et c'est chaud, quoi. L'histoire de Giannis, je pense que et tu l'as vu avec son décès et quand il y a 100 joueurs non américains en NBA aujourd'hui sous contrat. C'est énorme. C'est énorme, c'est presque un quart du contingent de joueurs en fait. Dont du franchise player et pas les gars des années 90 ont été là regarde là, tu vas être 7e homme. On a un double MVP en titre, il est pas franchement américain, tu vois. C'est ça. Genre voilà, il y a eu du français défenseur de l'année, Nikola Jokic. Il y a du Slovène rookie de l'année. Du Slovène step back. Voilà. Tu vois, bien sûr, il y a des... le Eurostep, tu vois, le Eurostep, c'est pas grâce à David Stern, mais c'est dans la continuité de son influence sur ce qui est devenu la NBA. La NBA s'est internationalisée, aussi parce que David Stern a poussé, comme tu parlais des droits argentins qui étaient vendus pour une bouchée de pain, j'ai pas les chiffres, mais je suis sûr que dans les années 80, quand Canal a commencé à se positionner sur la NBA, franchement, je m'avance pas beaucoup là, mais ça coûtait pas aussi cher qu'aujourd'hui. Non. Ça, c'est sûr et certain. Ça va, tu t'avances. Je pense qu'au début, qu'il y avait moyen, dans les années 80, quand t'es Canal+, je pense qu'il y a moyen d'aller voir la NBA et dire, ça peut nous intéresser et tout. Et je pense qu'avec un mec comme David Stern, tu avais en face de toi des gars qui disent carrément, putain, en France, bien sûr, vous voulez diffuser la NBA, attends, ça me donne des idées, ça, parce qu'en France, je joue au basket en fait, enfin tu vois, je pense que lui il doit être vraiment comme ça, donc oui, clairement, Tony Parker, Dirk Nowitzki, c'est dire que Pau qu'il y a eu... Gasol. Tout à fait, c'est dire qu'on raconte souvent cette histoire avec Barclay, quoi, qu'il prend le numéro en inversé, qu'il prend le 14 de Barclay avec la Dream Team, qu'il le retourne, ça fait 41 et ça va être son maillot. Le 14 était pris quand il est arrivé au bas. Tout à fait. Ouais. C'est ouf, ce sont des héritages complètement dingues. Maintenant... Tony Parker, le 9. C'est Jordan Dream Team, bien sûr. On est d'accord. Tout à fait. Maintenant, là où j'allais te poser une question qui est peut-être un petit peu plus touchy, c'est est-ce que parfois c'était pas trop marketing et trop capitaliste, c'est-à-dire, si, sûrement. Est-ce que dans le produit NBA qu'on a retrouvé par la suite, où on a parlé justement de rêve, quand on bosse de la ligue dit mon rêve c'est une finale Lakers et qu'on a les affaires Tim Donaghy et compagnie, quand même c'est chaud, c'est chaud. Est-ce que quelque part c'est aussi parfois aller trop loin? Peut-être, oui, peut-être que pendant bien sûr, il y a des choses où David Stern il est clairement allé trop loin pour des raisons de business. Là, l'histoire à laquelle tu fais allusion, donc Tim Donaghy, c'est un arbitre corrompu dans les années 90-2000 qui s'est fait choper. Il y a eu une enquête du FBI, il a subi un procès et tout. Et il a fait de la tôle. Il a fait de la tôle, en partie avec ses déclarations où il a confirmé que les Kings devraient bien avoir une bague en 2002. Hein. Allez, je te laisse. Les termes n'étaient pas ceux-là, mais on s'est compris. C'est pas ce qu'il a dit, mais il a clairement dit que c'était rigged. C'est ça. Que les arbitres étaient d'accord et que c'était manipulé. C'est manipulé. Oui, c'est fixé. C'est fixe. Non, mais attends, c'est quoi? C'est truqué. Que les finales de conférence en 2002 ont été truquées et que la Ligue a poussé pour que ça soit les Lakers plutôt que les Kings. Clairement. Et ça, David Stern, après, le pauvre, RIP, il est pas là pour se défendre. Mais... il était pas au courant et il a pas poussé dans ce sens-là. Avec son goût du marketing et son goût du business, tu vois, tu dis ça va trop loin. Moi, je pense que ça fait partie des scandales qui montrent que ça allait un peu trop loin. Je trouve que le dress code, non, mais je sais pas, tu vois, je suis pas sûr. Je pense que c'était aussi aller un petit peu trop loin aussi. Oui, en fait, ça allait trop loin parce que aussi, clairement quoi. Parce que arrêter quoi. Parce que tu dictais aux joueurs comment est-ce qu'ils devaient se saper et quelque part il y avait une logique derrière ça pour la NBA, mais c'était un petit peu too much. Il y avait ce côté un peu trop dictatorial.
ça me refait penser à une affaire qui est à la toute fin, parce qu'on n'a pas parlé de la date entre guillemets de fin, c'est que la passation de pouvoir elle se fait en 2014, si je dis pas de bêtises. Ouais, 2014, ouais. 30 ans pile. Les Spurs se prennent 250 000 balles d'amende pour une pratique qui aujourd'hui est devenue quotidienne en NBA. C'est clair. C'est le load management. Quand on y repense aujourd'hui. Le match au hit là, le match à Miami. Complètement. Clair. Match à Miami en antenne nationale, LeBron, les Heatles, les Spurs de Duncan Ginobili Parker, plusieurs joueurs des Spurs, Bovic fait. LOL, on va mettre la B. Repos. Ouais. Et en fait, David Stern, le lendemain, il met 250 000 balles de dollars donc d'amende aux Spurs. Il y avait ce côté parfois un peu trop dictateur. J'avais prévu de regarder ça à la télévision. Un peu tyran. Oui, puis surtout derrière, il pense. C'est là, c'est le côté, je pense qu'au business, c'est-à-dire c'est le côté genre, c'est pas ton équipe, ce sont des franchises la NBA. Donc tu fais pas ce que tu veux. Parce que là, moi j'ai les gars de TNT qui me téléphonent et ils sont pas contents parce que t'as pas mis des titulaires. Tu comprends les Spurs? Donc tu vas prendre une amende. Entre guillemets, là j'ai schématisé volontairement, hein, mais il y a tout ce raisonnement-là où il y a un côté genre, oui, je pense que le côté show business first, David Stern, lui, il l'a poussé à son paroxysme. Et c'est pour ça que je fais ce passage-là, parce qu'il y a souvent voilà, c'est ça. Il y a eu souvent des critiques et des comparaisons qui ont été faites. L'extrême étant la WWE, hein, évidemment en catch, on va pas aller jusque-là, mais il y a beaucoup de gens qui ont observé ça et se sont dit, tu peux démarrer des playoffs et te dire, ok, on sait du coup qu'il va y avoir, dans notre langage actuel, des home calls, des superstar calls, que quand tu vas être à domicile et que tu es mené... Je laisse la phrase de côté. Aujourd'hui, quand tu as un match où, par exemple, les Lakers vont être menés dans une série et qu'on voit Scott Foster débarquer en tant qu'arbitre avec Tony Brothers... Regardez cette tête. Quand tu démarres un match et qu'il y a Scott Foster et Tony Brothers qui sont en coach, tu fais mais tiens, c'est intéressant. Et il y a cet héritage qui, on ne veut pas salir David Stern, mais il y a cet héritage qui nous fait poser des questions parce que c'est comme si parfois la NBA avait un côté un petit peu trop prémédité. Un petit peu, voilà. Après ça, je pense que c'est aussi du domaine de la de la théorie du complot aussi, un peu. Bien sûr. Ce qui est sûr, c'est que David Stern n'a jamais hésité à mettre le business d'abord, qu'il est arrivé en tant qu'avocat avec une vraie vision marketing et qu'il a tout fait ce qui était en son pouvoir à chaque fois qu'il a eu l'occasion pour mettre le business en avant. L'internationalisation, c'était pour développer le business. Les joueurs, les mettre devant, c'est pour développer le business, notamment avec les marques et faire grossir les droits télé, parce qu'on sait très bien que le spectateur, ce qui vient, il vient voir sa star. Les gens sont fans hein, des Bulls, des Clippers, des Lakers, des Celtics, de ce que tu veux et tout. Ils sont aussi et avant tout fans des joueurs pour ce qu'ils représentent en tant que star, en tant qu'athlète, en tant que réussite sociale, tout ce que tu veux. Je vais avoir joué LeBron. Et ça, il l'avait exactement. Ça, il l'avait parfaitement compris et tout de suite, David Stern. Et donc, du coup, ça nécessitait ce genre de stratégie. C'est-à-dire que ça nécessitait de... Bah ouais, le business d'abord, quoi. Bien sûr. Tu fais jouer LeBron James, tu fais jouer Manu Ginobili, tu fais jouer Tony Parker. Non mais, bien sûr. C'est vrai. Hein. Donc évidemment, maintenant, le load management, c'est tellement... il doit se retourner dans sa tombe, le pauvre, hein, quand il voit ça à l'autre. Hein. David Stern, là, il doit se dire, qu'est-ce que c'est que ça? C'est interdit, ça? Ouais. Et si tu ne fais pas ça, si tu ne fais pas jouer Manu, Tony, etc., fais gaffe parce que tu peux déménager à Oklahoma City. Ouais. Ah, il y a ça aussi, il n'hésite pas. Ah bah ça... Parce qu'à Seattle, tu vois, quand on est dans la boîte à SF, je veux dire, Seattle aurait encore... Attention, c'est plus compliqué que ça. C'est très compliqué comme dossier. C'est pas juste sur David Stern. C'est pas David Stern, c'est Clay Bennett. De toute façon, sur aucun des trucs là qu'on sort. Avec Clay Bennett. Mais tout à fait. Mais Clay Bennett... Et la mairie, le maire, je me rappelle plus de son nom, le maire de Seattle, attention. Ouais, bien sûr. Il y a eu des histoires, il n'y a pas que David Stern, mais il a laissé faire. Clay Bennett qui est ensuite devenu proprio du Thunder, etc. Ouais. Tout à fait, mais je pense que les échanges sur, à l'époque, WhatsApp, ou en tout cas par téléphone avec David Stern, ça envoyait quelques cœurs quand même. Ah bah là, David Stern, il fait, non vas-y, fais ce que tu veux. C'est incroyable, tu as 8 milliards. C'est extraordinaire. Non mais, donc dans ces questions, il y a ah d'accord. Il y a les Sonics, et en ce moment dans l'actualité, ça reparle de la possible expansion future de la NBA avec Adam Silver. On pourrait avoir un retour d'une franchise NBA Seattle, mais ça a fait partie... Ça fait partie un petit peu des côtés qui ont coincé un peu avec David Stern, quoi. Mais au global, et je pense qu'on l'a vu quand il y a eu son décès le 1er janvier 2020, moi je pense que je m'avoue tellement chanceux d'avoir pu être fan d'un sport et d'une ligue qui a un tel commissionnaire. Il n'y aurait pas trash talk. Mais il n'y aurait pas trash talk en fait. Si t'enlèves David Stern en 84, je pense pas qu'il y ait trash talk qui démarre en 2012.
Parce que je pense que c'est pas vraiment possible. Ouais, je pense je pense que voir les matchs, c'est trop compliqué. Ouais. Et nous, on est passionnés de foot. Hein. On serait en train de faire du tennis. Je pense que la chaîne YouTube, des trucs comme ça, de base, de la NBA se développent jamais autant. Et plein de choses. Et puis, il y aurait eu beaucoup moins de joueurs forts français en NBA aussi. Ah, bien sûr. Parce qu'attention. Tu vois? Donc, voilà, non, clairement, dans les questions, c'est, voilà, est-ce qu'il y aurait eu Trash Talk s'il n'y avait pas eu David Stern? Franchement, je pense que la réponse, c'est non. C'est ça. Je pense que la réponse, c'est non. Je pense que ça serait une petite ligue vite fait, la NBA, quoi. Ouais. Une petite entreprise, ouais. quoi. Un petit truc un peu... Une petite ligue. Une petite ligue. Ouais, une petite ligue discrète, une ligue domestique. Ouais. Dites-nous si vous avez des questions là-dessus, si vous avez que vous posez évidemment sur David Stern, parce que comme tu l'as dit, c'est un personnage tellement important. Je suis en pleine reprise, là. Je suis en train de me demander, on a une transition avant le... On a un générique avant les enquêtes. On va regarder tout de suite le générique. L'échelle du what if. 1, 2, 3, 4 ou 5. L'échelle va jusqu'à 5. Exactement, vous pouvez le faire aussi et nous dire et si David Stern n'avait jamais géré la NBA? Pour vous, est-ce que c'est 5 sur 5, voire même 7 sur 5, parce que c'est incroyable comme impact et comme conséquence, ou alors quelqu'un d'autre l'aurait fait, 5, genre, vas-y, ça aurait été quelqu'un d'autre, moi aussi tu me donnes Jordan, ouais, boum, c'est bon, je t'ai fait l'objet marketing, moi. Je te les emmène à Barcelone, en scout, bam. C'est bon, Dirk Nowitzki, je l'avais vu venir. Exactement. Ouais. Alors qu'on sait tous qu'il aurait été à l'armée sinon. Voilà. La parole, monsieur, vas-y. Bah, c'est 7 sur 5. Léon, c'est 5 sur 5 bah, 5 sur 5 franchement. Est-ce qu'il y a déjà un commissionneur, un patron d'un sport qui a fait évoluer sa ligue autant que l'a fait David Stern juste dans le sport? Peut-être qu'il y en a, je connais pas tout par cœur. Je pense qu'il y a des mecs en Formule 1 qui ont fait des trucs pas mal et tout. Je pense qu'il y a des gars qui ont développé des choses. Mais là, David Stern, tout à l'heure, je disais le Mont Rushmore des mecs qui ont fait évoluer le basket. Mais genre, aujourd'hui, la NBA est une ligue qui est regardée par d'autres ligues dans d'autres sports, partout dans le monde où les mecs sont là, genre, oh putain, c'est bien quand même. J'aimerais tellement avoir le même bolide. Ça marche bien leur truc, là. C'est une limousine, ça va tout droit. Waouh. Donc, non, c'est du 5 sur 5. C'est un impact immense. C'est du 10 sur 5. Enfin, je sais pas combien il peut en mettre, Léonce, on verra combien il peut en mettre. Mais, enfin, tu vois, genre, voilà, c'est full. C'est full, c'est 100%. Voilà. Pas toi? Toi, tu mets 2 sur 5, toi? Non. Alors les fans des Kicks sont en train de mettre 200 sur 5. 200 ça aurait sur été 5. tellement mieux ça, oui. Non, je vais mettre 5 aussi. J'avais une toute petite réserve, mais je laisse Léon se mettre les 5, voilà. J'avais une toute petite réserve, c'est que... En fait, ce qui fait que je dois mettre 5 sur 5, c'est qu'il y a eu trop de bêtes d'initiatives qui font que... Je me pose juste la question, et c'est ce qu'on s'est posé, c'est... Enfin, Michael Jordan est né, en fait, il y a un moment, et Magic Johnson et Larry Bird étaient déjà nés, et ils sont arrivés, et peut-être qu'avec un autre commissionnaire, il y aurait quand même eu, par leur talent, une explosion, en fait, de cette ligue, parce que ce sont des athlètes hors normes. Je ne pense pas que ce serait autant qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je mets 5 sur 5, mais il y a cette part de doute où je me dis... Je pense que l'internationalisation, si t'as des joueurs de ouf, genre aujourd'hui, toi, t'es capable de dire quels sont les joueurs de ouf et les plus spectaculaires de la NFL ? Depuis ta petite fenêtre de français? Bien sûr. Si t'es pas passionné de NFL, c'est compliqué. Parce que t'es pas passionné. Non, mais si t'es pas passionné de NBA, je pense que tu te fais toucher par Stephen Curry quand même, qu'à l'époque tu te faisais toucher par Michael Jordan, que dans les années 90-2000 tu t'es fait toucher par Kobe Bryant, par Allen Iverson, par Vince Carter. Ah, mais bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, ça, c'est un travail qui va au-delà de ce que font les sportifs sur le terrain. C'est le travail global de médiatisation. Ensuite, faire grossir les droits TV, c'est comme tu l'as dit, c'est mettre les choses en place pour se donner les moyens de faire autre chose derrière. Enfin, non. C'est pour ça que je mets 5 sur c'est pour ça que je mets 5 sur 5 et que j'avais juste cette toute petite fenêtre lucarne de genre qu'est-ce que ça aurait pu donner. Je mets 5 sur 5 pour le simple fait que en effet comme tu l'as dit, je sais pas s'il y a beaucoup d'autres sports où quelqu'un qui n'a jamais vraiment pratiquer ce sport peut avoir un tel impact pour le développement de cette discipline. Autant et amener autant d'idées nouvelles. Je sais pas vraiment qui peut y avoir. Autant le mec, Parce que moi je m'y connais pas en foot plus que ça. Il y a pas mal de sujets où il y a vraiment, il part de rien et il t'emmène très loin. T'as parlé des droits télé, mais l'internationalisation, il part. Je veux dire, quand il rentre en commissionnaire, il y a combien de joueurs européens en NBA en 84 Pardon, européens ou sud-américains, il y en a combien? Tu vois ce que je veux dire? Genre aujourd'hui.
Je sais pas juste si tu vois dans d'autres disciplines, j'essaie juste de faire une toute petite réflexion comme ça. S'il y a d'autres disciplines sportives, ouais, dites-nous. Dites-nous s'il y a vous des voyez ligues, qu'il y a des figures des ligues comme ça. ou des championnats, des figures comme ça qu'on vraiment fait. Je cherche. Et c'est pas des figures sportives, hein. C'est vraiment le David Cern, on est en 100% costard. Des dirigeants, ouais, c'est des dirigeants. costards, des mecs de la FIFA là, ou des mecs de la Formule 1, ou je sais pas, un mec de. Je sais pas, dites-nous. Mais franchement, en tout cas, même s'il y en a quelques-uns, c'est. Il y a Eccleston. Eccleston, Bernie Eccleston. Ouais. C'est un mafieux. Ouais, Bernie Eccleston. Attention, Léonce. Dans la prochaine enquête de Trash Talk. Mais ouais, voilà, peut-être Eccleston, tout à fait. Mais il est dans cette catégorie-là et il a pris une ligue et il en a fait, je veux dire, un modèle. Il en a fait en fait un modèle pour les sportif, autres. économique et tout ce que tu veux. Nous sommes ouais, d'accord. Donc évidemment, petite pensée pour David qui est là-haut et qui nous regarde. Cette enquête Trash Talk était pour toi, mon cher Dave. J'espère que tu es content aussi de la relève avec Adam Silver. On va surveiller évidemment ce qu'il va donner. Ça bosse, hein. C'est bien, ça bosse bien pour le moment, tout à fait. Et nous, on vous attend dans les commentaires et on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle enquête Trash Talk. Des bisous. Ciao, ciao.